Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, on va revenir à Cervantes. J'avais parlé du Don Quichotte. Dans cette Pléiade, je crois que c'est une version ancienne de la Pléiade et qu'il y en a une nouvelle, il y a Don Quichotte et les nouvelles exemplaires. Et donc, j'ai lu, après avoir relu Don Quichotte, ces nouvelles exemplaires. Il s'agit d'une douzaine de récits qui sont tout à fait typiques, je crois, de ce qu'on appelle le baroque et de cette Espagne du début du XVIIe siècle dans laquelle écrit Cervantes. Un monde chatoyant, un monde plein d'aventures, un monde où aussi on côtoie de multiples personnages qui sont romanesques à souhait. Il y a les gitans, par exemple, qui sont décrits d'une manière extrêmement négative. Ce sont des voleurs. Il y a aussi les nobles, les petits nobles. Et puis, il y a le milieu de la pègre dans certains endroits, et puis encore d'autres. Bref, on explore cette Espagne des temps anciens, et pas seulement l'Espagne, parce que certaines nouvelles nous emmènent jusque dans la Méditerranée, jusque sur l'autre bord de la Méditerranée, ou encore en Italie. Bref, on voyage un peu partout, et surtout on lit des aventures qui nous paraissent tout à fait rocambolesques, qui bien souvent se terminent d'une façon un peu impromptue et qui aujourd'hui nous paraissent trop belles pour être vraies, mais en même temps il y a un charme à cette écriture-là. Parfois dans une sorte de tragédie poussée à l'extrême jusqu'à ce que ça se règle par miracle, d'autres fois dans une sorte de comique qui plaît, par exemple dans un texte qui s'appelle « Le licencié de vers » ou dans un dialogue intitulé « Le colloque des chiens ». Et donc, eh bien, on entre dans un monde. On entre dans un monde qui n'est plus le nôtre. Et c'est aussi l'un des intérêts, je crois, de la lecture, c'est que tout d'un coup, nous sommes des Espagnols du XVIIe siècle. Alors, entrons un peu dans ce monde, dans un de ces mondes, et lisons un ou deux extraits un peu au hasard. Il y a par exemple une nouvelle qui s'intitule « L'illustre laveuse de vaisselle ». Mais qui est cette laveuse de vaisselle devenue illustre? Eh bien, entrons dans ce monde-là. L'illustre laveuse de vaisselle. À Burgos, cité fameuse, vivaient, il n'y a guère d'années, deux cavaliers nobles et riches. Les personnages sont souvent groupés par deux cavaliers nobles ou deux jeunes femmes, c'est le titre, je crois, d'une des nouvelles, les deux jeunes femmes, si je ne me trompe pas, je ne la retrouve plus maintenant, mais souvent on a des couples. On a aussi Rinconete et Cortadillo. Mais ici, donc, on a deux cavaliers nobles et riches. L'un s'appelait Don Diego de Carriazo et l'autre Don Juan de Avendaño. Le premier eut un fils à qui il donna son propre nom, et Don Juan un autre qu'il appela Don Tomás de Avendaño.
ces jeunes garçons qui seront les héros de ce conte, nous les appellerons simplement, afin d'épargner l'imprimerie, Cariazzo et Avendaño. Cariazzo pouvait avoir 13 ans lorsque, mené par quelque inclination picaresque, évidemment le monde picaresque est toujours en toile de fond de ces nouvelles, ce monde d'aventuriers un peu mystérieux pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que les picaros pour des gens du 21e siècle qui ont découvert ça en lisant Tintin chez les picaros et non pas des gens du XVIIe siècle espagnol. Bref, il a donc ce Cariazzo quelque inclination picaresque, sans qu'aucun mauvais traitement de ses parents l'y obligeât, rien que pour son plaisir et sa fantaisie. Il s'arracha, comme disent les jeunes gens, à la maison paternelle et s'en fut par le vaste monde, si content de la vie libre que, au milieu des incommodités et misères qu'elle entraîne, après soi, il ne regrettait point la demeure de son père et ne se sentait fatigué de marcher, offensé de froid ni incommodé de chaleur. Toutes les saisons lui étaient doux et tempéré printemps. Il dormait à l'aise sur les gerbes de l'air comme si ce fussent matelas et avait autant de plaisir à s'enfuir dans le grenier d'une auberge que s'il se fût couché entre deux draps de Hollande. Enfin, il se tira si bien dans son métier de fripon qu'il aurait pu donner des leçons dans une faculté au fameux Guzman d'Alfarache. Un fripon célèbre. Durant les 3 années qu'il tarda à reparaître chez lui, il apprit à jouer aux osselets à Madrid, à la triomphe dans les tavernes de Tolède et à la bassette sur les remparts de Séville. Bien que la misère et la gêne aillent ordinairement de pair avec ce genre de vie, Cariazzo gardait tous les airs d'un prince. À une portée d'escopette, on pouvait voir, par 1000 signes, qu'il était bien né, car il se montrait généreux et libéral envers ses camarades, visitait rarement les ermitages de Bacchus, et bien qu'il bût du vin, c'était en si petite quantité qu'on ne put jamais le compter au nombre de ceux qu'on appelle des malheureux, lesquels, pour peu qu'ils boivent plus que de coutume, leur visage devient tout rouge, comme si on l'eût crépi de vermillon et de rubrique. Enfin, le monde vit en Cariazzo un coquin vertueux, propre civil et d'esprit élevé. Il passa par tous les degrés de la coquinerie, jusqu'à être gradué maître dans les madragues de Zahara, qui sont le Finistère de l'art picaresque. Alors, ce personnage-là, vraiment typique, des personnages qu'on côtoie dans ces nouvelles exemplaires de Cervantes, quel rapport a-t-il à cette illustre laveuse de vaisselle? Eh bien, il voit dans une auberge une servante, laveuse de vaisselle, qui est extraordinairement belle. Belle comme ne sont pas les laveuses de vaisselle. Alors lui, c'est un coquin, comme l'on dit, mais c'est un noble aussi. Et c'est un noble, donc, qui, derrière un déguisement picaresque, reste noble. Et ça, c'est un des éléments qu'on rencontre très souvent dans ces nouvelles exemplaires, c'est que, finalement, la condition sociale qui est la nôtre reste, même si on se cache, même si on est dans un autre milieu, celui qui est noble restera noble, celui qui est issu d'une grande famille restera différent des autres gens de ce milieu-là. Et l'illustre laveuse de vaisselle, on devine assez vite qu'elle n'est pas d'origine populaire. Et très souvent, on a des histoires d'enfants abandonnés par obligation, après justement une aventure qui frise le code, et la pauvre mère doit laisser son enfant, et cet enfant, évidemment, à la fin, on découvre qui c'est. Et donc, on saura à la fin qui est cette laveuse de vaisselle, comme on l'a aussi dans
une nouvelle qui s'appelle La force du sang. La force du sang, c'est bien ça, c'est bien cette idée de la race en tant que race nobiliaire qui se reconnaît malgré tout, malgré le cadre dans lequel on se trouve. Et donc ça nous montre bien l'état de la société dans cette époque-là. Mais il y a cette fantaisie, il y a cette originalité quand même dans l'œuvre de Cervantes qui consiste à, en permanence, relancer l'intérêt du lecteur qui, même si c'est bourré de clichés, de stéréotypes, de ficelles, eh bien, se trouve emporté dans plein de mondes qui sont fascinants. Alors il y a par exemple cette nouvelle et colloque qui eut lieu entre Scipion et Berganza, chien de l'hôpital de la résurrection, qui est en la cité de Valladolid, hors la porte du Campo, lesquels chiens sont communément appelés chiens de Mahude. Scipion, ami Berganza, commettons cette nuit l'hôpital à la garde de la confiance, et nous retirons en cette solitude, et sur ces nattes où nous pourrons jouir à notre aise de cette grâce inouïe que le ciel nous a faite en un même temps. Berganza, frère Scipion, je t'entends parler, je sais que je te parle, et je ne le puis croire, tant il me semble que ce que nous pouvons parler excède les limites de nature. Scipion, cela est pourtant vrai, Berganza, et le miracle est d'autant plus grand que non seulement nous parlons, mais encore le faisons conséquemment, comme si nous étions capables de raison, alors que nous en manquons et que la différence qui va de la bête brute à l'homme est que l'homme est un animal rationnel et la brute irrationnelle. Voilà les chiens qui parlent et qui nous racontent leurs aventures, ce qui permet à Cervantes évidemment de parler de certains humains d'une manière détournée par le point de vue des chiens. Donc là aussi, quelque chose de tout à fait intéressant. Et ces chiens, on se demande d'ailleurs si ce ne sont pas véritablement des hommes qui ont été changés en chiens par une sorcière. Bref, un monde tout à fait fantastique apparaît, où les chiens parlent, et encore une fois, le lecteur prend du plaisir, bien sûr. Parfois, on se dit, oulala, ça, c'est plus délicat. Des scènes de viol, notamment, où finalement, ce qui compte, c'est la notion d'honneur, plus que le vécu des femmes. Là encore, évidemment, c'est une société qui n'est plus la nôtre. Et aussi, néanmoins, des histoires de travestissement. La nouvelle Les deux jeunes filles, par exemple, où il se trouve que ces deux jeunes filles sont toutes deux déguisées en hommes. Et évidemment, elles rencontrent, sans qu'ils les reconnaissent, des jeunes hommes véritables, qui sont leurs amants dans le sens ancien, leurs amoureux. Et là encore, on a des histoires d'amour qui se finissent toujours bien, alors que c'était perdu d'avance. C'est peut-être pas très réaliste, mais c'est en tout cas ce qu'on lit avec aussi un certain plaisir, parce que finalement, c'est plus agréable quand ça se termine bien. Alors, je vais pas lire toutes ces nouvelles, là il y a aussi l'espagnole anglaise, puisqu'on est dans une époque de tension entre l'Espagne et l'Angleterre, la fameuse invincible armada, c'est pas très loin, et on a donc une Espagnole qui se trouve obligée de vivre en Angleterre, mais qui reste très espagnole, on la reconnaît en tant qu'espagnole, on garde son identité malgré l'éloignement, ceux qui sont enlevés par les Ottomans aussi, et qui deviennent esclaves, comme l'a été lui-même Cervantes. On trouve ce genre d'histoire aussi, où le noble tombant amoureux d'une gitane, et qui se fait gitan pour la suivre. Et on découvre que cette gitane n'était peut-être pas une vraie gitane, parce que pour qu'un noble tombe amoureux d'elle,
c'est qu'il y a autre chose. On retrouve ces schémas qu'on a dans la plupart de ces nouvelles-là. Donc, une plongée dans un autre monde, dans un monde vivant, malgré le temps qui s'est écoulé. Et cette plongée dans un autre monde, dans un monde qui foisonne, dans un monde qui est extrêmement vigoureux, eh bien, ça fait du bien. Les nouvelles exemplaires de